Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Ravi de vous retrouver pour une heure de discussion et de débat autour des enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, la data de qualité. Relevancy, filiale data du groupe Casino, nous expliquera comment elle trie, collecte et traite les données consommateurs dans la grande distribution. Comme chaque jour, Cécilia Sévry sera avec nous pour son JT de l'innovation. Le débat du jour, lui, portera sur l'argent, les jeunes et le digital. Néobanque, banque en ligne, application d'épargne, le digital a investi le secteur pour toucher les plus jeunes. Quelles sont les grandes tendances et comment font ces plateformes pour les séduire? Réponse tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, direction le Luxembourg avec Charles-Louis Machuron pour tout savoir des actualités start-up luxembourgeoises. Mais d'abord, nous commençons donc cette émission avec Blandine Multrier, directrice générale de Relevancy, la filiale data du groupe Casino. Bonjour. Bonjour Eva, Merci. bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On en parle beaucoup dans cette émission du traitement des données. Expliquez-nous comment vous collectez, vous, la donnée chez Relevancy. Alors en fait, Relevancy a pour mission de valoriser la donnée des distributeurs. Et on fait plein de choses avec cette donnée. Donc la donnée des distributeurs est très riche et très complexe. Si vous pensez aux millions de tickets de caisse de chaque magasin et aux milliers de produits. Donc en fait, on va créer de la valeur à partir de cette donnée, puisqu'en fait, les distributeurs n'ont pas forcément le temps, ou ce n'est pas forcément leur priorité de valoriser cette donnée. Donc on vient les aider en apportant à la fois de l'intelligence artificielle et de la technologie qui va permettre de traiter cette donnée et de l'exploiter. Et dans notre vision, en fait, la valeur qu'on veut créer, c'est à la fois pour les distributeurs et à la fois pour tous les fournisseurs de produits qui sont distribués par ces retailers. Qu'est-ce que ça veut dire valoriser la donnée? Donc valoriser, c'est extraire la valeur qu'elle peut avoir. C'est-à-dire que ça peut être de la valeur pour faire du marketing, ça peut être de la valeur pour pour faire des commandes plus justes. Ça peut être de la valeur, par exemple, on a un produit qu'on appelle un algorithme de substitution. Pendant la crise du Covid, il y a eu énormément de produits qui étaient en rupture et on a créé un algorithme qui permet, quand un produit est en rupture, de proposer des produits alternatifs aux clients. En fait, quand vous avez un yaourt bulgare, votre yaourt bulgare, vous ne le trouvez pas en magasin, et ben on va vous proposer des produits alternatifs. Et c'est pas évident, il faut vraiment comprendre les unités de besoin, savoir si vous préfériez un yaourt bulgare au citron ou un yaourt nature d'une autre marque. Et donc c'est vraiment toute cette compréhension des consommateurs qui va nous permettre de vous proposer une alternative à ce yaourt qui est en rupture. Et donc ça a permis pendant la crise vraiment de limiter la perte de revenus, en particulier sur les sites e-commerce de ces ruptures. Et vous partez du ticket de caisse. Alors c'est là que vous allez chercher vos informations. Tout à fait. Comment ça marche? On part du ticket de caisse et des cartes de fidélité. On a on récolte l'information en temps réel. On vient stocker toute l'information dans nos grosses bases de données et ensuite on vient l'analyser avec des systèmes d'analyse de big data. J'ai noté que vous parliez de données de vie, donc data de qualité et de données de vie. Les données qu'on peut du coup récupérer sur les tickets de caisse, vous les nommez les données de vie. Ça dit quelque chose de la personne, du consommateur. Exactement. Ça dit énormément de choses sur le consommateur et ça nous permet de mieux répondre à leurs besoins. Vous publiez, vous publiez un livre blanc sur la data, c'est aussi votre actualité, la data au service de la personnalisation dans le retail. Qu'est-ce qu'elle apporte au retail concrètement, la personnalisation de la data? En fait, on a vu que les retailers avaient des problèmes de fidélité des clients. Je ne sais pas dans combien de magasins vous faites vos courses, mais de plus en plus, les clients vont dans de nombreux magasins. Ça a été augmenté de la perte de fidélité la fidélité a baissé de 10% en une année, là, en 2019. La carte de fidélité ne marchait plus? Alors, ce n'est pas que la carte de fidélité, mais c'est un ensemble de choses. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient personnaliser l'expérience du distributeur. Et parce qu'on s'est aperçu, en particulier sur la promo, que le distributeur avait tendance à envoyer énormément de promos, mais le client ne trouve pas forcément la promo qui lui convient. Et donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient analyser
les achats du consommateur. On vient analyser, par exemple, s'il a plutôt tendance à acheter des gros volumes ou des petits volumes, dans quel magasin il va, pour lui proposer des promotions qui sont justement dans ce magasin. Donc on vient analyser tout un ensemble de variables pour lui proposer et faire une promotion complètement personnalisée au client. Et grâce à cette promotion personnalisée, ça nous permet d'augmenter la fidélité des clients et d'augmenter également tout ce qui est ROI, Return on Investment, des promotions. C'est le nouveau modèle de la grande distribution, ça, la personnalisation. C'est fini la consommation de masse. On ne fait pas des promos pour tout le monde, on fait des promos ciblées. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui vous différencie des autres entreprises spécialisées dans le traitement des données ? Alors, on a une grosse composante d'intelligence artificielle. On a 150 personnes chez Relevancy, on a une vingtaine de data scientists, une vingtaine de développeurs, et après des commerciaux, enfin un ensemble de compétences. Et on va vraiment travailler la donnée et travailler l'algorithmie de la donnée pour avoir la proposition la plus pertinente pour les clients. Notre algorithme, par exemple, sur la promo personnalisée, on l'a travaillé pendant 3 ans et constamment, on l'améliore pour que ce qu'on propose soit de plus en plus pertinent. Donc, on a vraiment cette composante d'intelligence artificielle. Et puis, on essaie de développer des technologies qui soient facilement déployables. Le monde s'accélère très vite. Les distributeurs ont besoin d'implémenter des choses rapidement. Et donc, on développe des solutions qui sont faciles d'utilisation et qui sont très rapides au niveau du déploiement. Une dernière question, Blandine Multrier. Comment rivaliser avec les grands du secteur ? Google, etc. J'ai lu beaucoup de choses sur Relevancy qui voudraient peut-être rivaliser avec ces grands. Comment faire ? Comment on fait ? Alors, je pense qu'on a énormément d'agilité. Et puis, ce qui nous caractérise aussi, c'est cette connaissance du milieu de la distribution que des Google ou des Facebook n'ont pas forcément. Et on vient vraiment répondre à des besoins métiers, des besoins des distributeurs très, très concrets. Une dernière question, il nous reste en fait encore 30 secondes. J'ai une question sur la protection des données. On en parle beaucoup quand on parle de traitement de la data. Comment vous protégez ces données consommateurs, ces données clients ? Alors, on n'a pas de données personnelles. Ce qui est bien, c'est qu'on est né avec la RGPD. Donc, toutes nos solutions ont été développées avec ce critère en tête. Et par exemple, tout ce qui est promo personnalisé, on n'utilise pas du tout de données personnelles comme les noms ou les prénoms. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on fait très très attention. Merci beaucoup. Blandine Multrier, je le rappelle, vous êtes directrice générale de Relevancy, la filiale data du groupe Casino. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On enchaîne avec le JT de l'innovation. Le JT de l'innovation présenté comme tous les jours par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. On commence avec une wearable technology, Cécilia. Oui, pour retrouver le sommeil et la santé avec une bague connectée, une bague qui va vous aider à mieux dormir. Commercialisée depuis 2018, elle côtoie désormais la bague de MVP des joueurs de NBA. Car la Ligue de basketball a décidé d'offrir cette bague Oura Ring à tous ses joueurs. Le principe est simple, vous aider à retrouver le sommeil en suivant de plus près vos paramètres lorsque vous dormez. Et si cette solution est en forme de bague, évidemment, ce n'est pas pour une raison seulement esthétique. Selon ses concepteurs qui sont finlandais, c'est au niveau du doigt que c'est le plus aisé de capter le flux sanguin. Elle est équipée de capteurs de température, de LED infrarouge pour mesurer la pression sanguine. Elle est aussi équipée d'un accéléromètre et d'un gyroscope 3D pour mesurer l'amplitude de vos mouvements lorsque vous dormez. La start-up a développé une application qui permet de suivre et d'analyser ces données. Le but est de déterminer les différentes phases que vous traversez. Éveil, sommeil léger, sommeil lent profond ou sommeil paradoxal. Vous aurez donc droit à des recommandations envoyées directement sur votre téléphone, sur l'heure par exemple d'aller au lit, pour bénéficier d'un repos le plus réparateur possible. Et cette innovation a trouvé sa place et va dans l'actualité parce qu'elle se lance dans l'identification précoce du Covid-19 à partir du rythme cardiaque en partenariat avec l'Institut Rockefeller pour les neurosciences. Fiabilité annoncée 90%. Incroyable Cécilia. Une dernière innovation ? Oui, une semelle qui protège du froid.
en hiver et de la chaleur en été. C'est le système innovant proposé par Sol Couleur, une entreprise de Bagnoul-sur-Mer. C'est donc français. Et cette solution fournit un apport d'énergie grâce à la simple pression du pied sur le sol. Cette semelle trouvera une application dans votre vie privée, mais aussi dans votre vie professionnelle. Pourquoi pas pour les métiers, par exemple, du frigorifique. Cette innovation répond à un vrai besoin de garder ses pieds au chaud pendant au minimum 8 heures dans la journée. Alors ici, on utilise l'énergie mécanique de chaque pas pour la transformer en chaleur ou bien en froid pour l'été. Pour ça, il utilise le principe de la pompe à chaleur, compression, détente, comme dans un climatiseur. La start-up est incubée depuis 1 an à l'université de Perpignan. La prochaine étape est déjà lancée. C'est celle évidemment de la commercialisation et pour ça, il faut développer des partenariats. Et les phases de test, elles sont toujours en cours. D'ailleurs, des sportifs de haut niveau sont en train de la tester et ils ont déjà pu enregistrer un gain plutôt de 3 degrés dans leurs chaussures au milieu de la neige. Mais ce produit peut aussi s'appliquer à d'autres domaines. Par exemple, le secteur de l'automobile s'y intéresse de très près, notamment pour le refroidissement des pneus de Formule 1. Oui, ces deux innovations ne sont pas seulement réservées aux sportifs. Non, pas seulement. Elles pourront être utilisées dans la vie de tous les jours et c'est ça qui est important dans la technologie et le développement des nouvelles technologies. Merci beaucoup, Cécilia. On vous retrouve demain. On passe à notre débat du jour. On parle des néobanques. Les jeunes et la banque, c'est le thème de notre débat du jour. Les banques en ligne, applications ont en effet depuis quelques mois une nouvelle cible, les jeunes. Pourquoi et comment font-elles pour les séduire? On va poser la question à nos invités. Caroline Ménager, cofondatrice de PixPay, l'application pour gérer son argent, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Maud Caillot, CEO de Gringot, une néobanque verte, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Alexandre Vanadia, cofondateur de l'application Tadata, la première appli de monétisation des données. Bonjour. Bonjour. Et Maxime Lemaître, responsable du marché France de Moka, une application qui permet d'épargner grâce à l'arrondi. Il nous expliquera tout ça. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les 4 d'être avec nous. Caroline Ménager, pourquoi s'intéresser aux jeunes ? Alors nous, on s'intéresse plus particulièrement aux adolescents. Je pense que mes collègues vont parler des jeunes adultes. Nous, on s'intéresse aux jeunes ados parce qu'aujourd'hui, en fait, ils sont totalement exclus de la révolution qui se passe dans l'univers bancaire, de la gestion de l'argent, qui justement intervient sur les jeunes adultes, alors que c'est une génération qui est très digitale, qui a envie de consommer en ligne et à qui on ne donne pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, il y a 9 adolescents sur 10 qui doivent acheter avec du cash. Alors, ça peut être très cool, mais pour autant, ça pose plein de problèmes parce que le cash, ça se perd, ça se vole, parce que dans la plupart des cas, moi je suis maman, j'ai jamais d'argent sur moi, je suis obligée d'aller en tirer pour mes ados et c'est pas du tout pratique. Donc voilà, nous on a envie d'apporter une solution pour les adolescents pour qu'ils puissent gérer leur argent de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, avec une application en temps réel. Pour eux, une application en temps réel pour leurs parents. Voilà. Donc nous, on pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire pour ces ados, pour leur apporter des outils beaucoup plus modernes, beaucoup plus en phase avec leurs attentes et leurs besoins. L'offre était inexistante avant pour les adolescents ? En fait, jusque-là, il y avait des offres bancaires qui existaient, qui étaient vraiment des sous-produits, on va dire, de ce qu'on pouvait proposer pour les adultes, qui proposaient très très peu de fonctionnalités. Souvent, c'était des simples cartes de retrait qui ne permettaient pas de payer en ligne à partir de 16 ans, pas à partir de 10 ans. Des offres qui étaient très compliquées à souscrire. Il faut prendre rendez-vous avec son agent pour aller le voir, retrouver son livret de famille, sa carte. Enfin bref, c'est compliqué, c'est lourd et surtout ça répond pas aux codes et aux usages des ados. C'est-à-dire que c'est pas les ados, ils veulent pas juste pouvoir payer. Ils ont envie d'avoir une application pour faire autour de ça plein de choses. Ils ont besoin effectivement de payer, mais ils ont besoin de payer en ligne, sans contact. Nous, on propose aussi Apple Pay, Google Pay. Il n'y a pas de raison qu'ils soient exclus de ce type de produit. Ils peuvent également mettre de côté facilement. Donc on leur donne des outils dans l'app pour pouvoir facilement épargner, mettre de côté. Ils bénéficient aussi de remises sur tout un programme de marques partenaires telles les cinémas Pathé Gaumont, Undies, Citadium, Back Market, enfin des marques qu'ils consomment, qu'ils aiment. Et donc nous, c'est vraiment ça qu'on a envie de construire. C'est un produit qui réponde complètement à leurs usages de comment je gère mon argent au quotidien. Maud Caillot, dans quel sens c'est arrivé ? C'est le digital, c'est l'avènement du digital qui a permis et qui a amené les jeunes vers ce type de plateforme, ou inversement, c'était une demande de la part des jeunes et vous avez été là derrière pour y répondre ? Je pense que c'était une bonne synchronisation.
En tout cas, sur le marché de l'adolescent, on a vu qu'ils étaient extrêmement proactifs au niveau du digital et que du coup, la banque étant révolutionnée pour les jeunes adultes, c'est arrivé évidemment chez les adolescents et je remarque notamment chez ces néobanques pour les adolescents, vraiment des applications qui sont plus calquées sur des applications qu'ils aiment consommer comme Snapchat ou Instagram, plutôt même que des applications copiées des adultes, des banques adultes faites pour les adolescents. Donc je trouve ça hyper intéressant le point de vue et comment est-ce que ce marché aujourd'hui est adressé. Il faut que ce soit très gadget. Il faut que ce soit très visuel, il faut que ce soit très... Pour moi, il faut que ce soit... c'était un peu un de nos partis pris aussi, c'est de dire ce que font les banques traditionnelles, c'est pas forcément ce que veulent les adolescents. Effectivement, il y a des codes à avoir, il y a des codes à respecter. Donc, sans du tout dire que ça doit être gadget, je pense que les applications telles qu'elles existaient, ou d'ailleurs n'existaient pas, mais en tout cas les codes des banques traditionnelles, on a besoin de casser ça, d'apporter un regard complètement neuf. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer sur le marché avec des approches d'ergonomie, de fonctionnalité qui sont très différentes. Et je rejoins Maud, très proches de codes d'outils digitaux type Snapchat. Le mot, c'est pas vraiment gadget, mais plutôt gaming, en fait. C'est comment est-ce qu'on va amener les gens, nous, par exemple, dans notre cas, plutôt vers l'épargne, avec un processus, une expérience qui soit la plus proche... qui ne soit pas aussi sérieuse et aussi compliquée qu'on peut en avoir l'idée qu'on a de la banque aujourd'hui. C'est vraiment d'amener, pour des gens qui ne sont pas forcément hyper éduqués sur la finance, sur l'investissement, les amener à avoir justement une possibilité d'accès à ces produits, mais par plus du gaming en fait. Maxime Lemaitre, comment les jeunes épargnent aujourd'hui? Est-ce qu'ils épargnent beaucoup et comment? Alors c'est une très bonne question. Nous, on s'est lancé, donc, comme vous le savez, en France il y a quelques mois. On est une société à la base canadienne. Juste avant de se lancer, on a réalisé une étude avec OpinionWay pour valider certaines de nos intuitions. Et les résultats de cette étude sont très intéressants. Notamment, on a près de la moitié des jeunes, des 18-35 ans, donc, qui rencontrent des difficultés pour mettre de l'argent de côté. Et une des conséquences de ça, c'est qu'il y en a 64% d'entre eux qui sont inquiets de ne pas pouvoir financer leur projet de vie. En parallèle, on observe un réel intérêt pour les produits d'investissement de la part de cette population, mais la grande majorité d'entre eux ne savent pas par où commencer, soit parce que c'est très compliqué, c'est pas accessible, soit parce qu'ils estiment que les produits qui sont proposés par leur banque ne sont pas adaptés à leurs besoins, notamment parce qu'ils ont tendance à penser qu'il faut avoir beaucoup plus d'argent pour commencer à investir. Et donc nous, D'où Moka, qui est une solution un peu clé en main, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin d'eux-mêmes dire je vais mettre tel argent de côté, mais grâce à l'arrondi, expliquez-nous comment ça fonctionne. Exactement. Donc Moka, c'est une application qui permet d'épargner, donc qui est destinée aux jeunes et qui leur permet d'épargner et d'investir de manière simple, automatique et responsable, directement, sans changer leur habitude d'achat. Donc effectivement, on a une de nos fonctionnalités clés qui est l'arrondi. L'arrondi, comme son nom l'indique, on arrondit chacune de leurs transactions à l'euro supérieur. On récupère cette petite monnaie et on les investit. Donc on la met de côté pour eux et ensuite on les investit sur des fonds négociés en bourse qui respectent des critères d'investissement socialement responsable. Donc le service d'investissement est disponible à partir de 1 euro et sans aucune connaissance financière, sans avoir besoin de changer leur habitude de dépense, leur habitude d'achat. Donc c'est vraiment extrêmement accessible. Vous êtes d'accord avec ça, Maud Caillot? Les jeunes épargnent et ont besoin de solutions faciles pour épargner? Ils ont besoin de solutions faciles et ils ont aussi besoin de solutions qui, aujourd'hui, sont en accord justement avec leurs idéaux. Tu parlais justement de fonds ISR. C'est exactement ce qu'on fait, nous, avec Green God. C'est toute notre valeur ajoutée. On voit aujourd'hui, donc, comme on les appelle les jeunes, faire énormément d'efforts dans leur quotidien, arrêter de manger de la viande, changer leurs moyens de transport, même descendre dans la rue. Et de l'autre côté, on a leur argent, c'est pourquoi ils travaillent toute leur vie et qu'ils ont du mal même à économiser, à mettre de côté, qui trop souvent financent exactement tout le contraire de leur valeur, donc vers du fossile, vers du charbon. Donc c'est exactement l'inverse que nous on propose, c'est justement de mettre son argent au service de ces valeurs et d'épargner justement responsable. Et nous on va plutôt vers des fonds qui sont labellisés Greenfin, donc qui sont encore à un niveau, si je puis dire, au-dessus de l'ISR et qui sont vraiment là pour essayer d'enfin arriver aux objectifs des accords de Paris. Ça marche, les jeunes sont plus soucieux de ces sujets écologiques, plus soucieux que leurs aînés sur ces sujets-là? Bah oui, parce qu'ils sont peut-être aussi plus concernés, enfin très concernés. On parle littéralement de leur avenir, on parle à un horizon 2030-2050. Donc oui, ils sont extrêmement soucieux de ça. Et voilà, c'est la schizophrénie du système, de savoir que dans leur quotidien, ils renient sur leur confort pour justement avoir un impact le plus positif possible. Et que de l'autre côté, leur argent, ce qui est
ce qui est fait de leur argent, eux, finalement, n'en ont pas vraiment les fruits. Donc, c'est changer l'investissement, les mettre... que cet argent qui a un si grand impact ait maintenant un impact positif, pour eux, c'est complètement indolore. Donc, c'est tout bénéfique. Donc, oui, bien sûr. Moi, je trouve ça vraiment effectivement génial qu'on arrive à proposer ce type de solution pour les jeunes. D'autant plus que nous, on voit aussi que dans leur consommation au quotidien, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'ils ont des aspirations à consommer mieux, à faire plus attention. Pour autant, quand on regarde les dépenses de nos adolescents aujourd'hui, elles restent encore massivement orientées vers des produits qui répondent pas forcément à ces critères. Donc, je pense qu'il y a une aspiration. Il y a un quotidien qui fait que oui, ils sont aussi tentés de consommer sur des marques de fast-food, sur du fast retailing. Enfin, il y a toutes ces choses qui arrivent. Et pour autant, ils ont envie de consommer. Moi, j'en suis absolument convaincue également. Ils ont envie d'aller vers une démarche plus verte. Et on a besoin de leur donner des outils pour faciliter cette transition, parce qu'en fait, dans le quotidien, elle n'est pas toujours évidente à gérer. Comment dépenser quand on n'a pas de revenus, Alexandre Vanadia? Non, mais Oui. c'est vrai, c'est une vraie question. Oui, mais par rapport à vos solutions qui sont là pour soit utiliser son argent, soit l'épargner, on a raisonné, nous, en amont. C'est comment avoir de l'argent entre 15 et 25 ans quand on est lycéen, étudiant. Et on sait que c'est difficile. Vous avez fait une enquête avec OpinionWay. On a regardé également l'Observatoire des inégalités qui dit qu'un jeune sur 5 aujourd'hui est en dessous du seuil de pauvreté. Et en même temps, on a vu que le marché de la data représentait 2 milliards en France. Et donc, on s'est dit, cet argent, il pourrait être utilisé pour revenir aux utilisateurs. Et aujourd'hui, les données des jeunes sont commercialisées, exploitées de manière unilatérale. Et aucune partie de ces revenus ne revient aux jeunes. Donc, on a essayé de trouver une solution, une sorte de revenu universel de la data, une sorte de data équitable, pour que, en renseignant des informations qui puissent intéresser des annonceurs. Quel type d'informations? Alors nous, on est sur des informations liées à leur période de vie, c'est-à-dire quelles études ils veulent faire, est-ce qu'ils cherchent un apprentissage, est-ce qu'ils cherchent une entreprise d'accueil, leurs habitudes de consommation, on rejoint vos préoccupations de dépenses. Et on renseigne volontairement ce que l'on veut, on choisit les informations que l'on veut délivrer pour être mis en face d'annonceurs qui sont intéressés par nos profils. Et du coup, on gagne un revenu. On est sur de l'argent de poche, mais c'est à peu près les montants qu'on va retrouver sur vos néobanques et sur vos solutions d'épargne. Et ce sont le small money dont a besoin les jeunes pour compléter leur activité. On est sur des petites sommes, Maxime Lemaître. On est sur des épargnes assez faibles. Alors, l'idée, ouais, effectivement, c'est l'avantage de l'arrondi, en fait, c'est que c'est une épargne qui est simple, qui est facile à comprendre, qui est indolore, puisque c'est des arrondis de chaque transaction qui sont transférés chaque semaine, et qui est également personnalisé, je dirais. Et ce qui est d'autant plus intéressant pendant ces moments de crise, c'est que c'est proportionnel au nombre de transactions que vous faites avec votre carte. Du coup, si vous faites peu de transactions, vous avez peu d'arrondis, mais vous pouvez toujours continuer à épargner. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de l'arrondi, de pouvoir donner cet outil à des utilisateurs qui rencontrent des difficultés pour épargner et commencer à adopter des habitudes plus saines. Est-ce que l'aspect pédagogique prend une place importante sur toutes vos banques en ligne, néobanques, plateformes, énormément, Maud Caillot? Oui, énormément. Il faut leur donner les outils quand même à ces jeunes. Mais à ces jeunes et un peu à tout le monde. Là, pour le coup, je pense qu'en France, on n'a pas une éducation financière qui est incroyable par rapport à d'autres pays. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe. Mais même, en fait, déjà, il y a un énorme tabou sur le sujet de l'argent en France. Rien que d'en parler, rien que parler de la banque, tout de suite, on s'imagine quelque chose d'extrêmement opaque et pas forcément à tort. Donc, il faut ramener énormément de transparence et d'éducation là-dessus. Et c'est pour ça que nous, par exemple, le problème auquel on s'attaque, qui est la pollution de notre argent à la banque, il était encore inconnu il y a presque un an. Et quand on en parle encore aujourd'hui, moi, on me répond oui, pourquoi les banques, elles ont beaucoup d'ordinateurs et elles envoient beaucoup de mails. On ne sait pas où est-ce que notre argent va. On souscrit, par exemple, à des LDDS, donc c'est livrets développement durable et solidaire. On demande à notre banquier où est-ce que l'argent va. Notre banquier n'est pas capable de le dire. Même notre ministre de l'économie n'est pas capable de le dire. Donc, et la tech, le digital permet cette transparence? Il permet un suivi, évidemment, s'il est voulu, s'il y a une proactivité derrière, bien sûr que ça permet un suivi, ça permet un audit qui est beaucoup plus complet et qui permettra de ramener de la transparence énormément sur ce sujet. Il le faut, parce que l'impact est tel de notre épargne qu'il faut absolument savoir où est-ce qu'elle va. Il faut choisir.
Il y a Voilà. beaucoup de tabous sur Oui. la monétisation des données Alexandre également. Manager. Ça reste un gros mot de monétiser et de monétiser ces données avec les jeunes. Mais à un moment, c'est une réalité. Les jeunes sont monétisés et il faut trouver des solutions pour rééquilibrer le débat. Et ce qu'on essaye de faire avec Tadata, il faut décoincer les mentalités, à mon sens. Caroline Ménager, les jeunes sont exigeants, ils veulent de la transparence, ils veulent savoir où va leur argent, peut-être encore plus que leurs aînés. Oui, probablement. Donc il faut leur expliquer, Il faut leur expliquer, il faut surtout vraiment leur donner des moyens, des outils. Je rejoins ce que dit Maud. On a vraiment besoin d'opérer une vraie éducation financière de nos ados pour que plus tard ils deviennent des adultes responsables. Et c'est vrai que nous, on est convaincus que pour ça, il faut de la transparence, mais il faut aussi beaucoup le faire de façon amusante, ludique, sans être complexant, sans aborder des notions qu'ils ne comprennent pas. Et donc nous, en fait, cette transparence, elle passe plutôt par le fait de dire essayez. Faites vos essais, trompez-vous, vous aurez vos parents derrière, donc en fait ce sera jamais dramatique. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et moi je suis convaincue que c'est parce qu'on va faire des essais, parce qu'on va faire des essais jeunes et tôt, qu'on demain on saura manipuler tout ça. Donc c'est de la transparence, mais c'est vraiment aussi de la pratique, de l'usage. Et le plus tôt on commence, le meilleur on sera dans sa vie d'adulte. Maxime Lemaitre, sur l'aspect pédagogique, ludique. Oui, nous on croit très fort en learn by doing. Nous, ce qu'on a pu observer au Canada et à la fois en France avec nos utilisateurs français, c'est que les utilisateurs observent, donc ouvrent leur application et se rendent compte assez facilement que leur arrondi leur permettent de créer une habitude d'épargne et très naturellement se rendre compte de l'importance de l'épargne, de l'importance d'avoir de bonnes habitudes et adoptent assez naturellement en constatant donc les effets de petits arrondis par-ci par-là qui leur permettent de constituer une épargne, adoptent des habitudes beaucoup plus saines. Donc c'est vraiment très fort et c'est un vecteur qui fonctionne très bien auprès des jeunes, des adolescents et des 18-35 ans aussi, notre cible. Pour entrer peut-être dans l'aspect un peu plus technique, l'aspect tech, vu qu'on est l'émission qui s'appelle Smart Tech, Alexandre Manager, je voudrais vous poser la question, comment ça marche exactement Tadata? J'aimerais qu'on m'explique comment on monétise les données, comment on collecte les données, comment on les traite, qu'est-ce qu'on en fait. On s'inscrit sur l'app déjà, on choisit, on a un parcours d'inscription où on va pouvoir renseigner certains champs, donc comme je vous le disais, sur où on en est scolairement, dans quel lycée, quelle option, quel type d'avenir on veut, quel type de métier, quel type de grande école ou d'université on veut faire. Après, on a des questionnaires parallèles qui permettent de renseigner sur ses habitudes sportives, sur ses goûts en musique, sur les différents loisirs qui égayent notre vie. Et une fois qu'on a rempli les questionnaires que l'on désire, nous mettons ces profils-là en contact avec des loyal partners, c'est-à-dire des entreprises qui, elles, jouent le jeu de l'équité, c'est-à-dire qu'elles préfèrent passer par Tadata et profiler leurs cibles avec nous et reverser une partie de la rétribution aux jeunes. Et donc, on crée une sorte de bulle vertueuse où d'un côté, on a des données renseignées, consenties, et de l'autre côté, on a des partenaires qui jouent le jeu de l'équité. Vos profils sont anonymisés ou pas? Pardon? Vos profils, ils sont anonymisés ou pas? Alors les profils, quand ils sont livrés aux annonceurs qui les ont acquis, non, ils sont pas du tout anonymisés puisque c'est de la vente de leads, mais de la vente de leads consentie avec de la donnée non pas captée, mais de la donnée renseignée. Il n'y a aucune donnée captée sur Tadata, ce qui est très important et très différenciant que n'importe quel site d'information médiatique ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous, on a de la donnée renseignée. Uniquement. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle les uns et les autres sur vos applications, plateformes, Maud Caillot? Oui, bien sûr. Donc nous, on a une carte de paiement, un compte courant, donc ça c'est très classique. Mais pour ce qui va être de l'épargne, pour définir quel est le profil en fait d'épargne, donc soit équilibré, défensif ou plutôt dynamique. En gros, votre appétence au risque. On a là des robots advisory qui vont être sur cette intelligence artificielle qui est un peu, c'est vrai, un grand mot et qui va permettre. Il vous apporte beaucoup? Il permet surtout à l'utilisateur d'avoir le produit d'épargne le plus satisfaisant pour lui, à voir quel niveau de rendement il souhaite et quel niveau de risque aussi il peut accepter. Donc c'est très important, oui, à ce niveau-là. Bien sûr, après, c'est que du conseil. La personne a la main, évidemment, sur son profil et c'est elle qui choisit à la fin en disant non, allez, c'est la fête, on y va. C'est elle qui choisit. Caroline Ménager, vous utilisez l'intelligence artificielle? Alors nous, on n'utilise pas l'intelligence artificielle, on utilise l'intelligence des parents. C'est-à-dire que
on veut vraiment que les parents puissent accompagner leurs ados. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les parents à qui on laisse... Et les profils des parents sont très différents. Et un ado de 12 ans, c'est pas un ado de 18 ans, qui est déjà quasiment plus un ado. Donc nous, on pense au contraire que le parent, on lui donne les moyens de faire ses choix, on lui donne les moyens d'accompagner son ado, et après, c'est lui qui va prendre ses décisions et qui va se dire qu'est-ce que mon ado peut faire, dans quelles limites. Parce qu'encore une fois, à 13 ans, on a besoin d'être accompagné par son parent. Donc nous, c'est plutôt ce parti pris. Oui, les parents tiennent un rôle quand même encore aujourd'hui sur l'épargne et sur l'argent de leurs enfants, des jeunes, en l'occurrence des adolescents, Maxime Lemaître. Les parents ont un rôle encore quand même, malgré le fait que ces applications facilitent la tâche et qu'ils peuvent s'en servir eux-mêmes et qu'ils peuvent prendre eux-mêmes des décisions. Les parents tiennent encore un rôle aujourd'hui? Je pense que pour notre cible à nous, les 18-35 ans, ils aiment pouvoir gérer leur argent tout seuls, même s'ils demandent conseil tout le temps, probablement à leurs parents, pour des choix financiers assez importants. Néanmoins, via l'application, notamment nous, c'est pour ça qu'on fournit cette application, c'est essayer de les rendre indépendants vis-à-vis de leur épargne et vis-à-vis de l'investissement également. Est-ce qu'ils épargnent? Je rejoins, mais c'est important, ils ont un vrai besoin d'indépendance, et on voit que dans ceux qui recherchent la solution Tadata, il y a des CSP+, parce que c'est important, par rapport même avec des parents qui sont aisés, d'avoir son propre argent. Ils cherchent leur propre argent, ils veulent une autonomie par rapport à ça. Est-ce qu'ils épargnent comme leurs parents? Comment sont-ils différents, les jeunes d'aujourd'hui, des 18-35 ans? Qu'est-ce qui les différencie de leurs aînés? C'est une très bonne question. Je pense que c'est différent, notamment parce que il y a quelques années, typiquement le livret A était beaucoup plus rémunérateur. Aujourd'hui, il l'est quasiment plus. Donc les habitudes changent, l'écosystème d'épargne et d'investissement a changé. Je ne pense pas qu'il y a plusieurs décennies, on était capable d'investir assez facilement. Ça devait être encore plus compliqué que ce que ça l'est pour les jeunes aujourd'hui. Les habitudes évolue avec son temps. Maud Caillot, vous vouliez réagir? Nous, on observe l'inverse. On observe que les jeunes qui sont pas vraiment que des jeunes, notre cible qui va donc de 18 ans jusqu'aux jeunes, même parents dynamiques, on a l'inverse. Les enfants vont être presque prescripteurs auprès de leurs parents, en éveillant les consciences sur ce qui est fait de leur argent et à quel point il a un impact, à quel point il faudrait du coup le mettre dans des canaux qui fassent qu'il y ait un impact positif. Oui, je suis assez d'accord avec ça, je me permets de rebondir sur ça. Nous, ce qu'on a pu, c'est un des apprentissages également de notre étude OpinionWay, c'est qu'on a interrogé les jeunes sur leur appétence pour tout ce qui est produits qui respectent leurs valeurs. Et on a pu constater qu'il y en avait 3/4 des jeunes qui n'envisageaient l'investissement qu'à travers des produits d'investissement socialement responsables. Donc, effectivement, je pense que ça fait... Et puis ils éduquent beaucoup leurs parents qui sont, eux, pour le coup, dans leur banque depuis tout le temps. Ces banques-là familiales qu'on se transmet de génération en génération. Et justement, attirent leur attention sur les problématiques et sur ce qui peut être fait. Et aussi, peut-être aussi les éduquer au digital et aux nouvelles technologies, les parents. Oui, les accompagner en tout cas. Les jeunes sont moins fidèles à leur banque que leurs aînés. C'est vrai, c'est faux. Du coup, est-ce qu'il faut en faire encore plus pour les retenir, avec en plus cette multiplication aujourd'hui des néobanques? Comment on fait pour les... On n'a pas parlé des tarifs, d'ailleurs. Est-ce qu'il faut que ce soit absolument pas cher, voilà, ou est-ce qu'ils sont prêts à mettre un peu d'argent quand ils savent peut-être justement que ce qu'ils épargnent, ou en tout cas... Il y a plusieurs stratégies. Maud Caillot. Nous, on est sur un prix qui fait qu'on peut être un acteur indépendant. Ça va complètement avec nos valeurs. Il faut qu'on soit indépendant pour pouvoir proposer la meilleure qualité et les meilleurs investissements. Donc il faut que ce prix mensuel couvre ça. Et en plus, nous, pour le coup, les données, évidemment, ça ne rentre pas du tout dans les valeurs qu'on prône. Donc on ne les vend pas. Et donc il faut aussi compenser tout ça. Donc on a un prix fixe mensuel à 6 €, qui est un prix complètement transparent, qui couvre les salaires et tout le système de core banking derrière. Et c'est en fait c'est ce prix-là qui fait que nous, aujourd'hui, on peut être un acteur indépendant et proposer les meilleurs investissements. Caroline Ménager, sur la question du prix et pour les attirer, ces jeunes? Alors, on a un peu la même position que Maud, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que nos ados soient le produit.
Quand c'est gratuit, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, on a fait le choix d'un prix unique, simple, transparent, qui ne bougera pas. Donc, c'est 2,99 € par mois. Et c'est important pour nous d'apporter une transparence, de ne pas avoir des frais à côté qu'on ne maîtrise pas, sur lesquels on va pouvoir se faire avoir potentiellement, typiquement de facturer les retraits aux distributeurs. C'est des choses qu'on ne fera pas. Donc, nous, on a fait ce choix-là aussi, d'une transparence et d'une simplicité de l'offre. Et pour les attirer, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la mobilité bancaire en France, elle est globalement très faible. Pour autant, moi, je suis convaincue qu'en apportant des offres qui sont différenciantes, qui vraiment ont une vraie valeur ajoutée dans l'usage, dans le quotidien, voilà, on est capable de sortir un ado qui, il y a 10 ans, aurait pu prendre une carte jeune dans une banque traditionnelle française, de lui proposer un service différent. Et très, très clairement, je pense que ça va faire bouger les lignes auprès des banques traditionnelles qui se rendent compte aujourd'hui que si elles ne font rien, en fait, elles vont se faire grignoter tous leurs nouveaux clients, qui aujourd'hui, effectivement, étaient souvent les enfants de leurs clients actuels. Les choses vont bouger, les lignes vont bouger. Et je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui dans cet écosystème va forcément avoir un impact sur l'ensemble de l'écosystème. Alexandre Vanadia, oui, ça fait bouger les lignes, ça va un peu secouer le modèle dominant, enfin qui dominait en tout cas ces dernières années. L'utilisation de banques par des jeunes. Tout à fait. Oui, ça acculture en tout cas de plus en plus tôt sur les nécessités de prendre en main son argent, etc. etc. Ce qui est bien, c'est que le monde bouge et que les opérateurs bougent en même temps. J'aime beaucoup les approches qui sont faites ici. Nous, on essaie aussi de s'adapter aux aspirations des jeunes, à savoir que... C'est les remettre au centre du jeu un peu ce que vous... Les remettre au centre du jeu, il faut qu'ils prennent conscience que les choses gratuites, c'est pas gratuite, c'est eux le produit, c'est la formule, elle est souvent utilisée, mais c'est vrai, il faut qu'ils prennent conscience que dans leurs habitudes de consommation, ils ont un rôle, ils ont un pouvoir et qu'ils doivent jouer le jeu. Et ce qu'on a essayé de mettre en place également, c'est cet aspect redistribution avec la possibilité, non pas de garder l'argent pour soi, mais de redistribuer aussi à une association de son choix. Donc ça rejoint un peu cette dimension responsable avec l'argent et avec ses choix de consommation. Donc voilà, on participe un peu tous à cette évolution, je crois. Maxime Lemaître, un dernier mot peut-être sur cet aspect de responsabilité. Les jeunes sont plus responsables, ou en tout cas ont envie de l'être. Oui, effectivement, ils ont envie de l'être. Je rejoins ce que disait Alexandre. La transparence au niveau des prix, leur faire comprendre que si c'est gratuit, c'est que c'est eux le produit, c'est effectivement très important. Chez nous, chez Moka, on a fait le même choix que Pixpay. C'est un frais de 2,99 € après 30 jours gratuits, sans frais cachés, on absorbe l'ensemble des coûts, sans commission sur l'investissement, également vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez, il reste très liquide. Donc c'est vraiment voilà, le choix qu'on a fait, c'est même une partie innovante de notre modèle économique comparé à d'autres concurrents au niveau international qui ont des modèles économiques qui reposent sur des gestions d'actifs et qui donc nécessitent un minimum d'investissement pour pouvoir commencer à accéder aux produits. Nous, avec Moka, le service d'investissement est disponible à partir de 1 €. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce frais à 2,99 € qui rend plus accessible notre produit aux utilisateurs. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir débattu aujourd'hui avec nous sur le plateau de Smartech. C'est l'heure de retrouver Charles-Louis Machuron pour l'actualité des startups du Luxembourg. Charles-Louis Machuron est avec nous en visio, le fondateur de Silicon Luxembourg, le média spécialisé dans l'actualité des startups au Grand-Duché. Bonjour Charles-Louis. Bonjour Eva. La rentrée a été chargée et vous avez retenu pour nous plusieurs informations intéressantes. Vous allez nous parler d'abord du programme national d'accélération de start-up. Effectivement, j'avais envie de vous parler aujourd'hui du programme Fit for Start, puisque le ministre de l'économie vient d'annoncer les 20 nouvelles startups sélectionnées pour cette 10e édition du programme. C'est un programme qui a été initié en 2015, qui a accompagné aujourd'hui presque 80 startups. Et voilà, la semaine dernière, donc les 20 nouvelles startups ont été annoncées. Parmi elles, une startup française, Vingineers, qui développe un logiciel pour les vignerons basé sur la cartographie réalisée avec des drones. Et voilà, donc les nouvelles startups vont commencer ce programme d'accompagnement qui dure 4 mois sous la forme d'un coaching, qui est accompagné d'un financement de 50 000 €. Et si les startups
réussissent ce programme et arrivent aussi à lever des fonds supplémentaires, elles ont le droit encore à un financement de 100 000 euros. Donc c'est un programme qui a beaucoup de succès au Luxembourg et qui attire également beaucoup de candidatures de l'étranger, puisque pour cette édition, il y a eu plus de 475 candidatures venant de 60 pays. Donc c'est un vrai programme voilà, qui méritait un peu d'attention, en tout cas je pense pour les startups françaises. Un vrai programme international, donc on peut même dire. C'est aussi le mois de la cybersécurité et une start-up luxembourgeoise fait la une. Pourquoi, Charles-Louis ? Alors, une nouvelle fois, pendant la conférence de presse la semaine dernière, à propos du programme Fit for Start, une des startups qui est sortie de la 3e promotion, Passbolt, a annoncé une levée de fonds de 1 100 000 euros. Passbolt, c'est une des vraies startups vraiment prometteuses du Luxembourg qui est en très forte croissance. La startup propose un gestionnaire de mots de passe basé sur l'open source et vient aussi d'être sélectionnée, donc ça a été annoncé hier par Runa Capital, parmi les 20 startups à la plus forte croissance justement sur cette technologie open source. Charles-Louis, les startups et les entrepreneurs indépendants sont de plus en plus nombreux au Luxembourg et depuis quelques années, vous avez vu une explosion du nombre d'espaces de coworking. C'est tout à fait ça. Depuis quelques années, le nombre d'espaces de coworking à Luxembourg se multiplie. Notamment la première chaîne de coworking qui a été lancée par Gosia Kramer, qui s'appelle The Office. Donc après avoir rénové un premier garage, puis l'ancienne dépendance de la Bibliothèque nationale, Gosia et son équipe viennent d'ouvrir un nouvel espace, donc un 3e bâtiment, pour accueillir des entrepreneurs indépendants, des startups qui souhaitent s'installer donc dans des espaces de coworking, mêlant à la fois bureaux fermés et donc open space, avec toutes les mesures qui vont avec. Et cette chaîne a vraiment de plus en plus de succès. Je pense que ce ne sera pas le dernier espace de coworking que The Office ouvrira. Et surtout, une des valeurs sûres, en tout cas, ce qui a été mis en place par sa fondatrice, c'est vraiment une dimension santé et bien-être, notamment à travers un restaurant qu'elle a ouvert dans son premier espace de coworking et qui rencontre à la fois un franc succès pour les coworkers, mais également pour les travailleurs qui sont dans le quartier ou les habitants du quartier. Donc il y a une vraie dimension aussi locale qui est très importante. Et voilà, les annonces, en tout cas, se multiplient dans ce secteur depuis 2-3 ans maintenant. Pour nous, en France, c'est un peu plus compliqué avec les restrictions sanitaires en ce moment. Le Luxembourg n'échappe pas à la frénésie du Bitcoin et ce sont 2 startups qui ont fait de belles annonces. Tout à fait. Le Bitcoin est digital et il y a 2 startups qui l'ont rendu bien réel. J'avais envie de vous parler de CoinPlus et MySardine. Alors CoinPlus, ils ont matérialisé le Bitcoin sous la forme d'une carte qu'on peut acheter chez son buraliste et qui vous permet ensuite de pouvoir acheter donc des Bitcoins, qu'ils soient crédités sur une solo card, et ces Bitcoins ensuite vous pouvez donc les échanger, les revendre, en acheter des nouveaux. Donc c'est vraiment la matérialisation du Bitcoin sous forme de carte. Alors je précise que ce n'est pas une banque ou une néobanque, mais c'est vraiment un produit qui permet de conserver ces bitcoins comme on conserve tout simplement sa carte bancaire. Donc ça, c'est la première annonce. Les solo cards sont disponibles maintenant depuis quelques jours chez tous les buralistes. Donc vraiment, tout à chacun peut se produire une première carte pour pouvoir créditer ses premiers bitcoins. Et ensuite, la deuxième startup dont j'avais envie de vous parler s'appelle MySardine. Alors MySardine, ils ont une nouvelle fois matérialisé le Bitcoin sous forme de Sardine Coin. Donc là, on achète des boîtes de sardines millésimées, ça existe, ça prend 15-30% par an. Et eux, ils ont matérialisé ça sous forme de coins et qui permettent une nouvelle fois de pouvoir acheter et revendre ce qu'on appelle aussi dans le milieu des stable coins. Donc ce sont les deux startups qui ont vraiment matérialisé cette crypto-monnaie. Et je précise que ce sont aussi 2 entrepreneurs français qui sont à la tête de ces startups. Et pour conclure, en quelques secondes, vous vouliez nous parler d'une application mobile nouvellement lancée, c'est bien ça ? Tout à fait. Au printemps dernier, pendant la crise,
le Luxembourg, en tout cas le ministère de l'économie et l'agence de promotion pour l'innovation Luxnovation ont lancé un grand hackathon, un grand programme qui s'appelle Startup versus Covid. Voilà, ils ont sélectionné 15 startups qui donc ont eu pour objectif de lancer un nouveau produit, un nouveau service. Et première application dont j'avais envie de vous parler s'appelle CheckQ. Et cette application vous permet de pouvoir réserver en temps réel autour de vous une table dans un restaurant sans avoir à y faire la queue. Donc, typiquement, vous marchez dans la rue, vous avez envie d'aller manger au restaurant le midi, je précise, ou le soir un peu plus tôt maintenant. Vous pouvez regarder les tables disponibles en temps réel autour de vous et le temps que vous marchiez, arriver directement au restaurant. Donc, CheckQ, vraiment, ça permet de pouvoir ramener à la fois des consommateurs dans les restaurants et puis voilà, avec toutes les mesures sanitaires qui existent, de pouvoir faire attention tout simplement. Merci beaucoup Charles-Louis Macheron. On se retrouve le mois prochain dans Smart Tech pour une nouvelle chronique luxembourgeoise. Merci à vous de nous avoir suivis. À suivre le Lab 4 jeunes pousses d'avenir à découvrir. C'est présenté par Cécilia Sévry. Demain, vous retrouverez Delphine Sabatier aux commandes de Smart Tech. Bonne journée à tous sur Bismart.